Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre au XXIe siècle? Une raison simple qui explique la Première Guerre mondiale, c'est la poussée du nationalisme. La poussée du nationalisme et des élans nationalistes a été un facteur déterminant dans l'éclosion du premier conflit mondial. L'affirmation de l'État-nation crée trois dynamiques. D'une part, la dynamique de colonisation, depuis le 18e, on va dire, la fin du 18e jusqu'au 20e siècle. Ensuite, le mouvement de déséquilibre des empires qui était là, on se rappelle de l'empire austro-hongrois qui existe encore au 19e siècle. Et enfin, une remise en cause des frontières qui étaient préexistantes. L'idée de nation forge une idée de la nation, de ce qu'elle devrait être, et donc automatiquement, elle forge une idée du territoire national. Et en général, cette idée du territoire national est toujours plus grande que la réalité, ce qui fait qu'on va vouloir des frontières qui n'étaient pas là avant. Ainsi, par exemple, la France revendique et l'Allemagne le territoire de l'Alsace-Lorraine. Le problème, c'est que l'idée de nation n'a pas créé de politique stable, bien au contraire. Comment justifier l'entreprise coloniale? Eh bien, avec l'idée de la nation qui justifie l'entreprise coloniale, l'idée que les métropoles sont trop peuplées, ce qui fait qu'il faudrait les dépeupler et amener du monde ailleurs. Et enfin, un idéal humanitaire et religieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après Première Guerre mondiale, traité de Versailles qui contient en lui déjà les germes du conflit, parce qu'on remet tout sur l'Allemagne. Donc l'article 231 de ce traité rend l'Allemagne coupable. C'est une humiliation et en fait on lui demande de rembourser et de faire des choses qui sont irremboursables. Donc l'Allemagne ne peut pas rembourser, tout ce qu'elle doit. Elle ne peut pas non plus se réarmer et en même temps elle le fait. Elle se réarme et elle ne rembourse pas. Mais il n'y a pas de réponse par Paris qui ne cherche pas à arrêter à tout prix les Allemands parce qu'ils savent que ça peut rapidement dégénérer. Et ils n'ont pas envie de se lancer dans une autre guerre. Et donc Hitler arrive au pouvoir, début de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite ce qui se passe, c'est que la Seconde Guerre mondiale, on pourrait se dire c'est la fin des conflits. Et en fait non, ce n'est pas la fin des conflits. Parce que il va se passer le phénomène de décolonisation qui va en fait générer tout un tas de guerres très nombreuses et variées qui sont encore présentes aujourd'hui. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce n'est plus les guerres mondiales qui va le système de guerre mondiale qui va prédominer, mais c'est le système de guérilla. C'est-à-dire qu'une guerre basée sur les ruses, les surprises, sur la guerre psychologique et psychologique. Et la clé pour ça, c'est la connaissance du territoire. Ainsi, on explique par la connaissance du territoire la victoire de la guerre du Vietnam par les Vietnamiens, parce qu'ils connaissaient mieux le territoire que les Américains. Et au contraire, à l'inverse, on estime la défaite de certaines guérillas parce qu'il n'y avait pas une connaissance du territoire. Par exemple, les guérillas révolutionnaires qui ont été un échec pour le Tché, notamment en Angola. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on a pu justifier en fait la guerre du Vietnam pour les Américains? C'était quoi le but de faire la guerre? Eh bien en fait c'était dans l'idée d'une guerre froide, comme les Américains étaient en guerre froide, eh bien il fallait lutter contre l'URSS. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à l'époque la théorie du domino, où on estimait que si un pays tombait en Asie, perdait ce pays, s'il n'arrivait pas à être indépendant, eh bien il allait automatiquement devenir communiste. Et donc le pays d'à côté deviendrait communiste s'il y a un pays qui devenait communiste. Et donc on voulait éviter ça. C'est pour ça qu'on est parti en guerre. C'était une sorte de guerre froide qui se jouait là-bas. En général, il y a trois raisons pour faire une guerre, trois motifs que l'auteur distingue. D'abord, un motif de survie contre une population étrangère. Ensuite, un motif plus subtil, un motif d'expansion, d'accroissement, de prospérité, par excès. En général, quand on a beaucoup d'argent, on veut faire la guerre pour augmenter son territoire, tout simplement. Pour grandir, pour être plus fort. Et enfin, troisième, un motif plus spirituel qui est lié à l'orgueil, au triomphe, à la volonté de faire triompher l'idéologie, les valeurs, montrer qu'on est le plus fort. Dans son essai de polymologie, Gaston Boutoul dit que c'est la structure démographique qui conditionne la violence collective, au sens où une guerre procède à une relaxation démographique et la surpopulation, en ce sens, est un facteur belligérant. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de motifs pour rentrer en guerre. Il y a eu des raisons, mais des mobiles, des motifs. La terre, combat pour avoir les terres les plus fertiles,
comme les minorités Tutsi au Rwanda, un combat pour l'eau. On sait qu'un quart de la population mondiale n'a pas accès à une eau de qualité. Il y a 300 traités sur l'eau dans le monde, mais beaucoup de guerres ont été faites à cause de l'eau, par exemple les guerres arabes. La matière première, par exemple le pétrole au Koweït en 90, les flux financiers et boursiers, ça peut créer des conflits politiques. Par exemple, la crise du Timor oriental en 1999, les drogues qui font un marché de 500 milliards, hein, on parle du croissant d'or avec certains pays. On a la narco-guérilla, par exemple, en Colombie, où on a une violence organisée et privée. Enfin, l'idée de nationalisme a créé évidemment des guerres, comme par exemple Israël et la Palestine, et ensuite, enfin, les fondamentalismes, où l'idée du fondamentalisme, c'est une lecture du texte au plus près, mais un refus des institutions de relecture de ce texte, et un refus des personnes qui pratiquent cette relecture d'obéir, ce qui crée des tensions entre les pays. Il y a beaucoup d'hommes et d'organismes qui participent à la guerre, les financiers, les scientifiques, les journalistes, les marchands de canons, les seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre, ce sont une sorte de chefs locaux qui peuvent, ils sont de force armée, et ils arrivent à mobiliser certaines personnes. Les diplomates, l'ONU, le G7, la Commission européenne, qui a été tachée par des scandales. Les ONG, qui sont taxées de néo-impérialistes. L'art de la guerre, c'est l'art de la connaissance du milieu, combiné à la capacité à organiser une force d'action vers un objectif commun. Donc connaissance du milieu, maîtriser ses troupes vers un objectif commun. Voilà les acteurs de la guerre. Les conflits au XXIe siècle, eux, sont très marqués dans beaucoup de pays, beaucoup de continents encore, surtout en Afrique par exemple, où il y a beaucoup de famines et d'épidémies. Hein, il y a eu la guerre du Congo-Kinshasa, et beaucoup de pays sont dans des situations, on va dire, précaires. Et au XXIe siècle, on assiste aussi à une guerre de l'information, une guerre avec des nouvelles moyens de technologie, une guerre avec les RMA comme le Golfe ou en Afghanistan. La guerre est de plus en plus asymétrique entre des forces inégales en présence. Pourquoi les guerres? De François Guéret, ou Guéret, je pense Guéret. Il n'y a pas de thèse forte qui est soutenue. C'est une sorte de collection de faits, avec en plus des jugements moraux. Voilà, ça m'a beaucoup dérangé ce livre, je l'ai pas aimé. Je crois que c'est la première fois que j'aime vraiment pas un livre. Autant les autres, voilà. Même ceux que j'ai moins aimés, ok. Alors celui-là, il m'a beaucoup déplu. J'espère un autre jour tomber sur un autre livre de géopolitique qui m'intéresse plus, parce que je pense que c'est vraiment une matière hyper intéressante, avec lequel on peut apprendre beaucoup de choses. Malheureusement, c'est pas le cas. J'aurais peut-être dû lire ici des géopoliticiens intéressants. Ratzel, Haushofer, ça c'est l'école allemande et l'école anglaise. Mackinder et Spikeman, où ils pensent en fait le monde d'une certaine manière. Ils pensent par exemple le Heartland, c'est-à-dire que le Heartland pour lui, pour Mackinder, c'est l'Europe, et en fait celui qui détient l'Europe détient tout, parce qu'il détient en fait 7/12 des terres qui existent, un truc comme ça. Et donc du coup, si tu détiens ça, tu détiens la puissance. C'est pour ça qu'il faut absolument que pour lui les États-Unis aille vers l'Europe. Voilà. Mais du coup, j'ai pas lu ça, parce que c'est pas ça dont il parlait. S'il y a un truc positif, c'est la bonne définition de la géopolitique. La géopolitique, c'est l'explication par la géographie des objectifs politiques. Ça, c'est une bonne définition, je trouve. En tout cas, c'est parlant, c'est stimulant. On est donc mardi 3 février 2021, sur le site, toujours le même site, World Time. De pas avoir fait un super résumé. J'aurais aimé que ce soit génial comme livre, j'étais déçu, bon bah voilà, ça arrive, c'est des déceptions qui arrivent dans un métier où on prend beaucoup de livres. Forcément, il y a des livres qu'on va pas forcément bien choisir, et qu'on va moins aimer aussi, tout simplement, même si c'est pas forcément le livre en soi qui est mauvais. J'ai peut-être pas été assez réceptif. Aussi, j'avais peut-être pas assez de connaissances. La Turquie, le Kandahar, la guerre du Golfe, je suis pas un grand spécialiste, et puis il parle de tellement de choses, mais ça... Bon bref.